bienvenue dans notre deuxième vidéo dédiée au système nerveux. Vous l'aurez compris dans la vidéo d'introduction, le système nerveux est très important car c'est lui qui met en place tous les mécanismes neurophysiologiques pour que nous puissions nous adapter à notre environnement. Et en parlant d'adaptation, on va revenir quelques millions d'années, presque milliards d'années en arrière, sous les océans, parce que c'est là qu'a pris forme les premiers systèmes nerveux. On va amener la notion de mouvement, car c'est ce que le système nerveux a permis pour pouvoir nous adapter et surtout nous développer jusqu'à créer le cerveau humain. Donc on est parti des premiers systèmes nerveux chez les méduses, puis ensuite les poissons, toujours au niveau aquatique, pour pouvoir sortir de l'eau et à travers les espèces arriver jusqu'à l'homme. Sans faire un cours de neurophysiologie complet, on va juste parler un petit peu de cette notion d'adaptation. Le mouvement est la première chose qui nous a permis de survivre et de prospérer. Le mouvement nous a permis de survivre car grâce au mouvement, on pouvait fuir devant un prédateur et du coup survivre. Mais le mouvement nous a permis aussi de prospérer car il nous a permis de nous déplacer dans des milieux plus abondants en nourriture. Et qui dit plus de nourriture, dit plus de carburant, et donc plus de carburant, plus de développement. Donc si le système nerveux a évolué à travers des millions d'années, c'est grâce à l'acquisition du mouvement. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas faire un cours de neuroanatomie non plus, on va essayer de synthétiser, de caricaturer un petit peu le système nerveux. La première chose, c'est le système nerveux, sa composition, sa structure. On va la distinguer en deux structures. La première, c'est la structure centrale. Notre système nerveux central est composé de notre cerveau et de notre moelle épinière. On l'appelle aussi le névrax. C'est ici que vont se faire tous les centres de commande pour initier tous les mécanismes physiologiques, neurophysiologiques dont on a besoin. Il y a ensuite le système nerveux périphérique, qui fait suite au système nerveux central. Le système nerveux périphérique, lui, est composé des nerfs qui partent directement de la moelle épinière et qui vont justement à différentes parties du corps. Donc on a un système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière, ou ce qu'on peut appeler aussi le centre de commande, et le système nerveux périphérique qui va acheminer l'information nerveuse vers les organes et autres tissus. Ça, c'est pour la partie structurelle. Maintenant, la partie fonctionnelle, la façon dont il fonctionne. On va aussi la diviser en deux catégories. La première, c'est le système nerveux autonome, les fonctions autonomes. Les fonctions autonomes, c'est le système nerveux qui est indépendant de notre volonté, qui va gérer tout seul différentes fonctions pour nous maintenir en vie. Ces fonctions-là, ce système nerveux-là, au niveau de la structure, se trouve au niveau du tronc cérébral. Il va nous permettre de respirer de manière autonome et d'avoir un rythme cardiaque autonome pendant nos phases de sommeil, par exemple. Il va aussi nous permettre de digérer et de mettre en place aussi beaucoup de processus pour nous maintenir dans ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre neuro-hormonal. Après le système nerveux végétatif, sur lequel on reviendra, il y a le système nerveux somatique, celui qui va contrôler le reste de notre corps, avec aussi des mouvements, tout ce qui est la motricité consciente. Le système nerveux somatique est important, on va le diviser en deux catégories, la partie motrice et la partie sensitive. Et c'est là que ça va être très important. Parce que c'est la partie sensitive qui va nous permettre de communiquer avec notre environnement. Le système moteur représente, c'est des chiffres grosso modo, c'est pour caricaturer, 20% du système nerveux somatique. 80% du système nerveux somatique est réservé à la sensibilité, à la perception. Et cette perception, on va encore la catégoriser en deux catégories. La première, c'est l'extéroception, c'est-à-dire notre capacité à appréhender l'extérieur. Ceci se fait par nos sens, le toucher, la vue, l'odorat, vous les connaissez tous bien sûr. Et enfin, l'interoception. Tout l'intérieur de notre corps, tous les organes, les muscles et les ligaments ont des capteurs connectés à des nerfs qui vont véhiculer vers le haut, à travers la moelle épinière jusqu'au cerveau, les messages sur exactement ce qui est en train de se passer dans le corps. On appelle ça l'interoception. La somme de l'extéroception et de l'interoception, c'est de donner à notre système nerveux toutes les informations qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur pour que notre système nerveux central puisse lui mettre en place les réactions physiologiques nécessaires pour nous adapter et adapter notre comportement au moment présent et aux besoins. Je vais vous donner un exemple où on va avoir le système nerveux extéroceptif, interoceptif qui vont communiquer avec le système nerveux central
mais surtout autonome, pour ensuite avoir une bonne coordination de nos mouvements dans le système nerveux somatique moteur. Je vais essayer vraiment tout au long de cette vidéo de ne pas utiliser trop de termes techniques pour ne pas vous perdre. Le but est vraiment de vous donner une connaissance basique sur le système nerveux et comment il fonctionne. Imaginons que je sois en train de monter des escaliers. Je fais donc un effort. Je vais pomper plus de sang au niveau de mes jambes car je contracte plus fort mes muscles des jambes. Eh bien, mon système nerveux va m'adapter à ce que je suis en train de faire, mon système nerveux autonome. Mon rythme cardiaque va augmenter, la force de contraction va augmenter, pour justement qu'il y ait à la fois du sang qui aille vers mes jambes, mais qu'il y a aussi du sang qui continue à aller vers mon cerveau pour que le centre de commande continue à donner les bonnes informations. Imaginons justement que mon système nerveux ait du mal. Il y ait, on va appeler ça une interférence. Il a du mal à coordonner toutes les fonctions. Je commence à monter mes escaliers, je pompe du sang dans mes jambes, mon cœur ne s'accélère pas forcément ou il ne pompe pas forcément le sang comme il devrait. Et qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques marches, je vais commencer à me sentir un peu étourdi, j'ai moins de sang, très légèrement moins de sang qui monte au cerveau, très légèrement moins d'oxygénation. C'est vraiment dans des proportions très infimes, mais cela suffit à me sentir étourdi et peut-être même au bout de quelques marches supplémentaires à tomber dans les pommes. Donc ceci est un exemple pour vous montrer à quel point notre système nerveux va vraiment coordonner toutes les fonctions de notre corps pour nous garder vraiment dans un équilibre, dans une santé, et pour qu'on puisse justement nous adapter à notre environnement. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait vous donner. Donc à chaque fois que l'on se lève, à chaque fois que l'on se déplace, à chaque fois qu'on va penser à quelque chose, on a des réactions qui vont se mettre en place. Donc on a le système nerveux structurel, le cerveau moelle épinière et les nerfs. On a la partie fonctionnelle, comme on a dit, avec le système nerveux autonome qui nous permet de respirer pendant notre sommeil, qui nous permet de respirer de manière intuitive, les battements cardiaques, la digestion. Puis enfin notre système nerveux sensitif, extéroceptif, interoceptif, pour nous faire ressentir ce qui se passe. Et enfin notre système nerveux moteur pour pouvoir nous mouvoir. Le système nerveux moteur ne nous permet pas uniquement de marcher ou de faire du sport, il nous permet aussi les mimiques faciales et toute l'interaction avec notre environnement, avec la société, pouvoir manifester nos attentions, dire bonjour à quelqu'un, montrer nos émotions, le fait d'être pas content ou le fait d'être heureux. Tout ceci passe par la musculature faciale. Donc le système nerveux moteur a vraiment une très très grande importance pour la communication avec notre environnement. Enfin, on va parler aussi, retourner sur le système nerveux autonome, parce qu'il est très important. On va aussi parler de deux systèmes nerveux qui sont toujours en train de se réguler dans le corps. Il y a le système nerveux sympathique, qu'on appelait aussi avant orthosympathique, et le système nerveux parasympathique. Ces deux systèmes nerveux sont en place justement pour adapter nos besoins en fonction du moment présent. Le système nerveux parasympathique va s'occuper justement de tout ce qui est la régénération du corps, la récupération, la digestion. Je suis dans un état propice à me régénérer, je suis calme, je me repose. Ça, c'est le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, au contraire, c'est les réactions d'urgence. C'est-à-dire, je vois une menace, je vois un lion qui me court derrière, je dois prendre mes jambes à mon cou et partir. C'est une réaction d'urgence. Ce système nerveux sympathique va faire appel à des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs et des hormones pour pouvoir justement augmenter notre activité et pouvoir fuir ou combattre, ce qu'on appelle le mécanisme en anglais le fight or flight. Donc on a ces deux systèmes nerveux qui vont tout le temps s'équilibrer, le sympathique et le parasympathique. Alors c'est pas, quand je fais du sport, il n'y a que du sympathique, et quand je me repose, il n'y a que du parasympathique. La réalité est bien plus complexe que ça, puisque ces deux mêmes systèmes vont jouer en même temps. Pour donner un exemple, si je cours, je stimule mon activité cardiaque et musculaire, je suis dans un système nerveux sympathique. Mais pour garder un bon apport de sang, eh bien, le système nerveux parasympathique va dilater mes artères pour que j'ai un meilleur apport d'oxygène au niveau des artères pulmonaires. Donc les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques sont imbriqués l'un dans l'autre et travaillent de concert pour pouvoir justement nous permettre toujours de nous adapter à l'activité qu'on est en train de faire. Il y a, ça va faire l'objet d'une vidéo très importante qui va être la gestion du stress. On a un mécanisme dans le corps qui est le mécanisme de survie qui fait intervenir un organe en particulier qu'on appelle les glandes surrénales. On les appelle surrénales car elles sont posées, elles ont une forme de petit chapeau triangulaire à peu près
qui sont posées juste au-dessus du rein. Et ces glandes vont produire des hormones qui vont nous permettre justement de réagir à ces réactions d'urgence. Et il y a deux voies de communication avec ces glandes surrénales. La première voie est neurologique pure, c'est-à-dire l'information part du cerveau, parcourt la moelle épinière, sort au niveau d'un nerf pour aller directement exciter la partie de la médullo-surrénale, on appelle ça, pour produire de l'adrénaline. Il y a un deuxième schéma qui cette fois n'est pas neurologique pur, il est neurohormonal. Ce schéma neurohormonal va produire du cortisol. On reviendra un petit peu sur la différence entre cortisol et adrénaline plus tard. Le cortisol, notre hypothalamus, qui est une région centrale de notre cerveau, va ordonner à notre hypophyse de produire une hormone, de relâcher une hormone qui va stimuler les glandes surrénales pour produire ce cortisol. On appelle ça des hormones corticotropes. Et le cortisol va pouvoir être sécrété. On appelle ça donc un axe neuro-hormonal. Ce qui est important à voir entre l'adrénaline et le cortisol, l'adrénaline, on va l'appeler aussi l'hormone du stress. Quand on a une grande peur, on sécrète beaucoup d'adrénaline. Le cortisol, on pourrait l'appeler aussi l'hormone du stress, mais je préfère l'appeler aussi l'hormone de la vigilance. Lors d'un séminaire, on avait eu un prof qui nous avait justement parlé de l'hormone du cortisol comme l'hormone qui nous met dans un état de vigilance, celle qui nous permet de rester vigilant à ce qui nous entoure parce qu'il y a peut-être une menace autour de nous. On n'est pas encore dans une réaction de fuite ou de combat, mais on est quand même vigilant à ce qui se passe. Cet état de vigilance suffit amplement à produire du cortisol. Donc, pour revenir sur cette notion de cortisol et d'adrénaline, il y aura une vidéo qui sera entièrement dédiée au système de survie et au système de stress, mais je vais quand même en parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est vraiment important de comprendre comment le stress a un impact sur notre santé et sur notre système nerveux. Donc le cortisol, il a énormément de fonctions, il a des fonctions anti-inflammatoires dans le corps, c'est cette fameuse cortisone qu'on peut nous donner, que les médecins peuvent nous prescrire. Mais ce cortisol dans le corps, qui est une cortisone, on va dire, un petit peu physiologique, produite par notre organisme, il a plusieurs fonctions. Il a la fonction anti-inflammatoire, il va aussi gérer notre glycémie, il va avoir aussi un effet sur l'eau dans notre corps. Mais en trop grande quantité, il va aussi créer du stress, il peut créer de l'anxiété ou même des angoisses, comme l'adrénaline peut créer de l'anxiété ou de l'angoisse quand il y en a trop souvent dans notre corps. Donc, outre les réactions physiologiques liées au sucre, à l'eau ou à l'inflammation, le cortisol va être produit dans des états de stress quand on doit fuir ou combattre, ou dans des états de vigilance. Ce qui est important avec ce système de survie, c'est que notre système nerveux va mettre toute notre énergie dans notre environnement pour pouvoir lutter contre une menace possible. Ce système est parfaitement fait pour survivre face à une menace. Par contre, il n'est pas fait pour durer dans le temps. Nous sommes parfaitement conçus pour pouvoir réagir à des stress de court terme. Mais nous ne sommes pas conçus pour réagir à des stress de long terme. La différence entre ces deux stress, le stress de court terme, c'est j'évite une voiture qui est en train de me foncer dessus, ou le lion, encore pour cet exemple de lion qui me court derrière, bien que c'est un peu caricaturé, si un lion nous court vraiment derrière, je pense qu'il vaut mieux faire le mort par terre plutôt que de se courir, pour nos chances de survie. Donc ce qui est important à savoir, c'est voilà, cette différence entre les stress de court terme et les stress de long terme. Sur du court terme, notre système nerveux arrive très bien à mettre des réactions physiologiques en place pour pouvoir prendre nos jambes à notre cou et revenir après à l'homéostasie, c'est-à-dire récupérer nos fonctions, revenir dans un système nerveux parasympathique et se régénérer. Aujourd'hui, dans notre société, on a constamment des petits stress. On n'a pas un lion qui nous court derrière, mais on a des petits lions un petit peu partout. On a le directeur qui nous embête, on a les enfants qui nous causent du souci, on a les factures qui reviennent, on a les engueulades un petit peu dans le couple, on a des questionnements sur soi-même. Tous ces stress accumulés les uns avec les autres, sur du long terme, vont avoir un impact considérable sur notre santé, sur notre mental et aussi donc sur notre système immunitaire. On en reparlera encore sur la vidéo au niveau du stress et sur une vidéo qu'on fera aussi au niveau du système immunitaire. Pour faire très court, pour cette vidéo-là, le système immunitaire, c'est le système de défense du corps. C'est l'antivirus du corps qui va nous protéger contre les agressions de l'extérieur. Ce système immunitaire, on en a tous un, c'est lui qui, depuis notre naissance, transmis en partie par notre maman lors de la naissance, va se mettre en place et se développer. Le système immunitaire est très dépendant du système de survie. Parce que
il va prendre, comme le système digestif, beaucoup d'énergie au système nerveux. Et lorsqu'on est dans un système de survie, eh bien, justement, le système nerveux met toute notre énergie dans le milieu extérieur et économise l'énergie du milieu intérieur pour pouvoir justement nous adapter. Et c'est là que c'est très important. Si je fais une économie d'énergie, je coupe mon système digestif afin de gagner cette énergie un petit peu, je vais réduire aussi un petit peu mon système immunitaire. C'est par exemple aussi ce qui se passe pendant des grossesses. Le système immunitaire des femmes se réduit un tout petit peu pour éviter qu'il attaque le fœtus qui pourrait prendre comme un corps étranger. Il y a des situations où le corps diminue très légèrement notre système immunitaire pendant une période donnée. Donc c'est le cas de la grossesse, mais c'est le cas aussi du stress. Et cette diminution du système immunitaire va passer par l'augmentation du cortisol. Je vous invite à lire des livres du docteur, c'est un chiropracteur américain qui s'appelle Joe Dispenza, qui a écrit beaucoup de livres justement sur la gestion du stress et sur le lien entre le stress et le système immunitaire. Il a écrit beaucoup de bouquins. Le premier, c'est Evolve Your Brain. Je n'ai pas le titre en français, je le mettrai sur la vidéo. D'autres comme Devenir super conscient ou encore Vous êtes le placebo. C'est vraiment des bouquins qui vont expliquer justement le système du stress par rapport au système immunitaire. Lors d'un séminaire, il y avait 400 participants. Il a pris des échantillons pour faire des dosages au niveau de la salive, pour doser le cortisol au niveau de la salive, donc cette hormone de la vigilance, cette hormone du stress, et pour doser des protéines immunitaires présentes dans les muqueuses qu'on appelle des immunoglobulines de type A. Ces immunoglobulines ont rôle de justement lutter contre les petites agressions du quotidien, les petits virus, parasites ou bactéries. Donc, il a pris des testeurs pour le cortisol salivaire et d'autres pour les immunoglobulines salivaires. En début du séminaire, il a pris des échantillons de salive de tous les participants et à la fin du séminaire, qui, je le précise, était un séminaire de méditation, il a repris à la fin du séminaire donc les mêmes prélèvements. En début du séminaire, après analyse des données, le niveau de cortisol des patients, des participants était assez haut et leur niveau de protéines immunitaires, IgA qu'on appelle, était un peu plus basse. Après 4 jours de méditation, le cortisol a baissé et les protéines immunitaires ont augmenté. On appelle ça donc, c'est un phénomène épigénétique. Le fait de faire de la méditation nous permet de nous calmer, de retourner dans un système nerveux parasympathique et justement de pouvoir se régénérer. Le cortisol diminue et en quelques jours, les protéines immunitaires commencent à remonter, notre système immunitaire devient plus performant. Tout ça pour dire qu'il y a un lien très très étroit et très direct entre notre système de survie et notre immunité. C'est pour ça qu'il est très important, ça sera des vidéos sur la partie émotionnelle, la partie psychique, de prendre du temps pour soi tous les jours et de mettre en place des routines de respiration ou de méditation afin vraiment d'apprendre à faire une gestion du stress. C'est vraiment très important. Donc on revient sur le système nerveux, on va finir cette vidéo parce que j'ai pas envie non plus de tous vous perdre dans des digressions un petit peu à droite à gauche. Donc on a notre système nerveux structurel, le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, on a notre cerveau fonctionnel, la façon dont il fonctionne, notre système nerveux autonome avec donc la respiration, les battements cardiaques, et enfin notre système nerveux somatique avec la motricité et le ressenti de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà pour cette première vidéo. Je vais essayer d'agrémenter cette vidéo avec des petites images et la vidéo suivante portera donc directement sur cette notion de stress. On va reparler des glandes surrénales, de la survie et cette façon dont ils sont corrélés par rapport à notre système immunitaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'est toujours un grand plaisir pour nous de travailler avec vous et de vous aider à prendre soin de votre santé. Parce que s'il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est qu'aujourd'hui la santé est une question de choix. C'est une question de choix de savoir ce qu'on va manger pour rester en bonne santé. C'est une question de choix aussi de faire de la méditation ou de prendre du temps pour faire un petit peu d'exercice de respiration. J'entends trop de gens, et moi-même il y a quelques années avec ma femme, on pouvait dire « je n'ai pas le temps ». Et c'est complètement faux. Il ne faut pas être esclave du temps. On dit « je ne prends pas le temps ». On peut très bien se lever 1 heure plus tôt le matin pour faire de la méditation ou faire du sport ou faire quelque chose qui va nous permettre de nous centrer sur nous-mêmes et non pas sur la journée qui va se dérouler. Donc c'est très important. La santé est une question de choix.
J'ai beaucoup de patients qui viennent et qui me disent: «Ah oui, mais moi je mange des légumes une fois par semaine ou je fais du sport une fois tous les 36 du mois». Si vous voulez rester en bonne santé, ce n'est pas une question de faire des efforts de temps en temps. Il faut que ça devienne un rituel tous les jours au niveau de votre structure, au niveau de votre alimentation, au niveau de votre façon de penser. C'est très très important. Des exercices physiques, une bonne nutrition et de la méditation ou de la respiration. Après, allez comme bon vous semble vers les disciplines qui vous plaisent le plus, que ce soit du sport, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation, du qigong ou encore vraiment toute autre chose qui va vous permettre justement de centrer votre attention. Désolé pour cette digression de fin de vidéo. Donc je vous laisse. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci de l'attention que vous nous portez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.